Il existe en France une marque que tout le monde a touchée du doigt sans jamais la regarder vraiment. Une marque de facteurs, d'instituteurs, de petits patrons de province qui partaient en vacances avec les enfants entassés à l'arrière et la valise ficelée sur le toit. Une marque tellement populaire, tellement banale, tellement liée à l'odeur de l'essence bon marché des Trente Glorieuses que personne n'aurait osé prononcer à son sujet le mot luxe. Et pourtant, dans un atelier discret de la ville de Dreux, à 80 km de Paris, cette marque du peuple fabriquait en secret des cabriolets de grands carrossiers. Mieux encore, elle les faisait fabriquer par l'homme dont l'entreprise allait, quelques années plus tard, produire la voiture qui tua un prix Nobel de littérature sur une route droite et déserte. Le fil qui relie une petite Simca de Monsieur Tout-le-Monde à la mort d'Albert Camus passe par le même hangar, par les mêmes mains, par le même métal martelé. Comment est-ce possible ? Comment la voiture la plus modeste de France a-t-elle pu accoucher d'un tueur de Ferrari et presque d'un assassin de génie ? Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter aux toutes premières années de l'après-guerre, à une époque où la France roulait encore sur des carcasses d'avant 40, rapiécées, fatiguées, increvables faute de mieux. Le pays sortait exsangue du conflit, les usines tournaient au ralenti, l'acier manquait, le caoutchouc manquait, presque tout manquait. Et au milieu de cette pénurie générale, un homme observait le marché automobile avec l'œil affamé d'un commerçant né. Cet homme s'appelait Henri Pigozzi. Italien d'origine, naturalisé français, il avait bâti dans les années 30 une affaire formidable en important puis en assemblant des Fiat sur le sol français sous une marque qu'il avait baptisée Simca. Le patron de Simca n'était pas un ingénieur, ce n'était pas un dessinateur, ce n'était pas un poète de la mécanique. C'était un vendeur, un vrai, un de ces hommes qui sentent avant tout le monde ce que le client voudra demain. Or Pigozzi, par ses liens étroits avec l'Italie et avec Fiat de Turin, voyageait souvent de l'autre côté des Alpes. Et c'est là, lors d'un de ces voyages, que le destin de notre histoire bascule. Sur un stand, sous une lumière qui la faisait ressembler à un bijou posé sur du velours, il découvre une automobile qui le laisse littéralement sans voix. Une 6 Italia 202. Une carrosserie dessinée par Pininfarina, si pure, si tendue, si parfaitement équilibrée, qu'elle sera un jour exposée comme une œuvre d'art dans un musée de New York. Sous cette robe sublime se cachait une mécanique modeste, presque ordinaire, dérivée de la Fiat 11 Sense. Et cette base technique, Pigozzi la connaissait par cœur, car elle était cousine germaine de sa propre Simca 8. L'idée le frappe comme la foudre. Si une mécanique populaire pouvait porter une carrosserie aussi divine, alors lui aussi pouvait offrir à la France une voiture de rêve à un prix presque raisonnable. Il achète les droits, il négocie, il fonce. Mais un problème colossal se dresse aussitôt devant lui, et ce problème va tout déterminer. L'usine Simca de Nanterre est entièrement mobilisée, chaque mètre carré, chaque ouvrier, chaque presse, pour préparer la voiture qui doit sauver la marque et la propulser dans la modernité, la future Aronde. Il n'y a tout simplement pas de place pour fabriquer en série une carrosserie de sport compliquée, faite de courbes difficiles et de tôles capricieuses. Construire ce genre de bijoux demande un savoir-faire artisanal, des mains expertes, une patience que la grande chaîne de série ne possède pas. Pigozzi a le rêve, il a les droits, il a le moteur, mais il n'a pas l'atelier. Et c'est ici qu'entre en scène le véritable personnage central de toute cette saga, l'homme par qui le destin tragique arrivera bien plus tard. Cet homme s'appelle Jean Danino. Retenez bien ce nom, car il est la clé de tout. Danino dirige une entreprise au nom étrange, Facel Métallon, installée à Dreux, spécialisée dans le travail des métaux, l'emboutissage, la fabrication de pièces et de carrosseries pour les autres. À cette époque, Facel n'est pas une marque que le public connaît. C'est un sous-traitant de l'ombre, un façonnier de génie, un atelier qui sait faire ce que les autres ne savent pas. Danino est un homme cultivé, ambitieux, perfectionniste jusqu'à l'obsession, un ingénieur qui rêve secrètement de grandeur et qui supporte mal de travailler éternellement pour la gloire des autres. Pigozzi lui confie la fabrication des carrosseries de sa nouvelle merveille. Fiat et Pininfarina envoient même des hommes de Turin pour aider à mettre au point l'assemblage, car personne en France n'a jamais produit une chose pareille en petite série. Ainsi naît, présentée au Salon de Paris de 1948, la Simca 8 Sport, une splendeur. Un petit cabriolet aux formes italiennes, élégant à pleurer,
avec ses ailes galbées et son museau fier. Le public est ébloui, la presse s'enflamme. Tout le monde veut la voir, la toucher, en rêver, même si très peu pourront se l'offrir. Le peuple de France, qui roule en traction fatiguée et en 4 chevaux minuscules, découvre soudain que sa marque la plus humble est capable de produire une chose digne de la Riviera, digne des stars, digne des couvertures de magazines. Personne, absolument personne dans la foule émerveillée de ce salon ne se doute que l'atelier modeste qui martèle ses carrosseries somptueuses est en train, sans le savoir encore, de forger l'arme d'une future tragédie. Car l'homme de Dreux, penché sur ses tôles luxueuses, commence déjà à nourrir un rêve bien plus dangereux que celui de Pigozzi. Mais qui était donc vraiment cet homme de Dreux, ce Jean Daninos dont le nom ne disait rien au grand public et qui allait pourtant peser si lourd dans le destin de l'automobile française? Pour le comprendre, il faut savoir d'où il venait, car son histoire ne ressemble à aucune autre. Daninos n'était pas un héritier de dynastie automobile, ce n'était pas un fils de constructeur né avec le cambouis dans les veines. C'était un ingénieur passionné de métal, un homme qui avait appris son métier à la dure, qui avait même travaillé un temps de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'industrie américaine, là où l'on pensait grand, large, puissant. Il en était revenu avec une certitude chevillée au corps, l'idée qu'une voiture pouvait être à la fois une œuvre d'art et une démonstration de force brute. Son frère, Pierre Daninos, deviendra d'ailleurs un écrivain célèbre, l'auteur des aventures du Major Thompson, ce regard ironique sur les Français qui fit rire toute la France. Mais Jean, lui, n'écrivait pas avec des mots. Il écrivait avec des feuilles d'acier, des marteaux et des presses. Et c'est précisément ce caractère, ce perfectionnisme intraitable qui va donner aux Simca de sport leur qualité la plus admirable et en même temps leur défaut le plus cruel. Car voyez-vous, lorsque l'atelier de Dreux se met à fabriquer les carrosseries de la 8 Sport, il ne le fait pas à moitié. Daninos exige une tôle épaisse, des assemblages soignés, une robustesse de coffre-fort. Ces carrosseries ne tremblent pas, ne vibrent pas, ne se fissurent pas. Elles sont construites comme des cathédrales miniatures. Le résultat est magnifique au toucher, somptueux à l'œil. Mais il cache un secret embarrassant que les amateurs de sport vont vite découvrir. Tout ce métal de qualité, toute cette matière noble, cela pèse terriblement lourd. Et sous le capot, qu'avons-nous? Le petit moteur de la Simca 8, un brave 4 cylindres poussé vaillamment à 50 chevaux, capable d'emmener l'ensemble à 135 km/h. Honorable pour l'époque, certes, mais suffisant pour mériter le nom de sport? Voilà toute la question. Car il faut le dire avec la franchise d'un passionné, la Simca 8 Sport était une sportive de salon bien plus qu'une sportive de circuit. Elle avait le costume du champion sans en avoir tout à fait les muscles. Elle séduisait par sa ligne, par son raffinement, par cette aura italienne qui faisait tourner les têtes sur la croisette, mais celui qui cherchait l'ivresse de la vitesse pure restait parfois sur sa faim. Et pourtant, ne nous moquons pas trop vite, car cette belle élégante savait aussi montrer du caractère quand il le fallait. Au célèbre rallye de Monte-Carlo de 1950, pas moins de 9 Simca 8 Sport furent engagés dans la bataille, et elles ne firent pas de la figuration. Elles décrochèrent les 3e, 4e et 5e places au classement général, une performance qui fit taire bien des sceptiques. La belle de salon avait donc du cœur au ventre. Comme quoi, il ne faut jamais juger une voiture sur sa seule réputation de coquette. Au passage, corrigeons ici une erreur que l'on entend partout, répétée de bouche à oreille comme une vérité d'évangile. Beaucoup croient que cette carrosserie sublime fut dessinée par le grand Pininfarina. C'est faux. Pininfarina avait signé la Cisitalia, qui inspira tout le projet, oui, mais le dessin de la Simca elle-même revient à un autre carrossier turinois, Stabilimenti Farina, l'autre Farina, celui que l'histoire a injustement laissé dans l'ombre du plus célèbre. Une confusion de noms qui dure depuis plus de 70 ans et qui prouve une chose, dans l'automobile comme ailleurs, la gloire est une affaire de syllabes et de hasard autant que de talent. La production démarre véritablement au mois de mars de 1950 et jusqu'en 1952, l'atelier de Dreux produira environ 5000 exemplaires de cette première merveille. Un chiffre minuscule à l'échelle d'une marque populaire, mais énorme pour un objet de luxe artisanal. Puis vient le temps du renouvellement, car la vieille Simca 8
cède la place à la révolutionnaire Aronde, ce best-seller qui va faire la fortune de la marque. Logiquement, la lignée sportive doit suivre le mouvement. Apparaît alors, à l'automne de 1952, la Simca 9 Sport, bâtie cette fois sur les organes mécaniques de l'Aronde, avec son moteur de 1221 cm3 développant 51 chevaux. Daninos et ses hommes continuent d'affiner, de perfectionner, de fignoler. Mais le luxe a un prix, et ce prix devient peu à peu un problème. Ces carrosseries d'exception coûtent cher à produire, si cher que les voitures se vendent au compte-gouttes. Alors la marque réagit en lançant une version simplifiée, allégée de certains raffinements coûteux, baptisée Coupé de ville en 1954 pour tenter de faire baisser l'addition. On y ajoute même un cabriolet somptueux, le Weekend, habillé de cuir, animé par un moteur flash spécial de 57 chevaux. Ce sont là les derniers chapitres de la grande aventure des premières Simca Sport. Mais pendant que tout ce petit monde s'affaire à coudre des carrosseries de plus en plus belles pour la marque de Monsieur Pigozzi, une idée germe lentement dans la tête de Jean Daninos. Une idée qui n'a plus rien à voir avec le rôle modeste de sous-traitant, car cet homme-là, pensait donc, ne fabriquait pas seulement des Simca. Son atelier habillait aussi des Ford françaises, des Panhard, des Delahaye, et il avait même touché de ses mains expertes des Bentley, rien que cela. Mesurer l'effet que produit, sur un perfectionniste dévoré d'ambition, le fait de fabriquer chaque jour la beauté pour les autres, de la voir partir sous d'autres emblèmes, de récolter l'anonymat quand d'autres récoltent la gloire. Combien de temps un homme de cette trempe peut-il accepter d'être la main invisible derrière le succès des grandes marques? Combien de temps avant qu'il ne se dise, dans le secret de son bureau de Dreux, qu'il pourrait fort bien, lui aussi, graver son propre nom sur le capot d'une automobile? La réponse, vous l'aurez compris, ne tardera plus guère. Et le jour où Jean Daninos franchira ce pas, il ne se contentera pas de créer une marque de plus. Il créera une machine si rapide, si puissante, si arrogante, qu'elle ira défier les Italiennes les plus orgueilleuses sur leur propre terrain. Avant de raconter comment Jean Daninos finit par graver son propre nom dans la légende, il faut s'arrêter un instant sur le sommet absolu de son travail pour la marque de Monsieur Pigozzi, car c'est là, dans ce chef-d'œuvre populaire, que se joue toute l'ironie de notre histoire. Nous sommes en 1956 et la Simca a changé de dimension. La Ronde s'est imposée comme l'une des reines de la route française. On la croise partout, dans les villes, sur les nationales, jusque dans les rues poussiéreuses d'Alger et des grandes cités du Maghreb, où elle roule par milliers sous le soleil. La marque, autrefois modeste, est devenue une puissance. Et une puissance, cela se doit d'avoir un fleuron, une vitrine, une voiture drapeau qui fasse rêver le client moyen tout en restant à portée de ses économies. C'est ainsi que naissent les deux joyaux qui couronnent toute la lignée, le coupé baptisé Plein Ciel et le cabriolet baptisé Océane. Quel nom tout de même, Plein Ciel, Océane. Ces mots-là ne sentent pas l'usine ni le bureau d'études, ils sentent les vacances, l'air iodé, la liberté du bord de mer, la promesse d'une vie plus belle. Quel coup de génie marketing que d'avoir baptisé ainsi des automobiles destinées à des gens qui, pour la plupart, ne verraient jamais la Méditerranée autrement que 2 semaines par an. Sous la carrosserie redessinée, plus moderne, plus tendue, on trouvait un détail qui faisait sensation à l'époque. Un grand pare-brise panoramique, enveloppant, qui donnait au conducteur l'impression grisante de fendre l'horizon. Le moteur, lui, avait gagné en vigueur. C'était désormais le bloc flash de 1290 cm3, issu de la Ronde 1300, qui remplaçait l'ancien moteur plus modeste. Rien de foudroyant, soyons honnêtes, mais largement assez pour goûter au plaisir de rouler décapoté, cheveux au vent, sur une route de campagne un dimanche d'été. Et c'est précisément cela, le secret de la réussite de l'Océane. Ce n'était pas une bête de course, c'était une invitation au bonheur. Elle ne promettait pas de battre des records, elle promettait du chic accessible, ce luxe modeste dont rêvait une France en plein essor, une France qui découvrait les congés payés, l'automobile pour tous et le droit de s'offrir un peu de beauté. Le cabriolet du peuple, voilà ce qu'elle était, et ce n'est pas une insulte, c'est le plus beau des compliments. Combien de marques prétendument prestigieuses peuvent se vanter d'avoir mis le rêve à la portée de l'instituteur, du pharmacien de quartier, du petit notaire de sous-préfecture? Mais cette douceur de vivre cachait, encore et toujours, l'ombre grandissante de l'atelier de Dreux, où se préparait une rupture spectaculaire.
Car pendant que les amoureux roulaient en Océane vers les plages, Jean Daninos avait enfin franchi le pas que tout annonçait. Dès 1954, l'homme qui habillait les voitures des autres avait osé créer la sienne, sous un nom qui claquait comme un défi, Facel Vega. Et quelle voiture, mes amis! Là où la Simca se contentait gentiment de ses 50 chevaux, Daninos voyait beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus américain. Fidèle à cette leçon rapportée d'outre-Atlantique, il n'alla pas s'épuiser à concevoir un moteur compliqué. Il fit le choix le plus audacieux et le plus malin qui soit. Il acheta de gros moteurs V8 à l'américain Chrysler, des blocs énormes, gorgés de couples, et il les glissa sous le capot de carrosserie française d'une élégance souveraine. Le résultat dépassa toutes les espérances. Mesurez bien le renversement de situation. Voici un homme qui, hier encore, n'était qu'un sous-traitant anonyme martelant des tôles pour la voiture du peuple, et qui soudain produit un missile capable de tenir tête aux plus fiers sportifs d'Europe. Les Facel Vega filaient à des allures que les Italiennes les plus réputées peinaient à suivre. Elles offraient à leurs propriétaires un mélange unique de confort, de silence et de violence mécanique. On vit bientôt cette marque toute neuve séduire les vedettes de cinéma, les écrivains, les milliardaires, les têtes couronnées, tout ce que la planète comptait de gens riches et pressés. Le façonnier de Dreux, l'ouvrier de l'ombre, était devenu en quelques années le patron de la voiture la plus chic et la plus rapide de France. N'est-ce pas vertigineux? L'élève avait non seulement rattrapé ses maîtres, il les avait dépassés, humiliés, laissés sur place dans un nuage de poussière. Et voilà toute la magnifique ironie de cette saga qu'il faut savourer pleinement. La même paire de mains, le même savoir-faire, le même atelier qui produisait l'innocente petite Océane pour les familles en route vers la mer, produisait aussi ces fauves rugissants destinés à l'élite la plus exigeante. Le populaire et l'aristocratique sortaient de la même source, comme deux rivières jaillies d'une même montagne pour couler ensuite vers des destins radicalement opposés. La douceur d'un côté, la fureur de l'autre. Pouvait-on rêver contraste plus saisissant entre deux enfants d'un même père? Mais cette gloire éclatante portait déjà en elle, tapie dans l'ombre, la semence d'un drame que personne ne voyait venir. Car la puissance brute des Facel Vega, cette vitesse enivrante qui faisait toute leur séduction, allait aussi devenir leur malédiction. Une voiture si rapide, si lourde, si exigeante à conduire, pardonnait difficilement la moindre erreur, le moindre excès de confiance, la moindre seconde d'inattention sur le bitume. Daninos avait créé une merveille, mais une merveille capricieuse, une beauté qui pouvait mordre. Et tandis que la petite Océane continuait paisiblement sa carrière en se modernisant, en recevant en 1958 une nouvelle calandre plus raffinée avec l'arrivée de larrons de nouvelle génération, le sort, lui, préparait dans l'ombre son coup le plus cruel. Un matin glacé de janvier, sur une route bien trop droite, le rêve flamboyant de Jean Daninos allait croiser la trajectoire d'un des plus grands esprits de son siècle. Et rien, plus jamais, ne serait pareil. Mais une voiture, aussi charmante soit-elle, ne vit jamais seule sur le marché. Et l'Océane allait bientôt devoir se battre pour défendre sa place au soleil. Car le succès attire toujours les convoitises. Et lorsqu'une marque démontre qu'il existe en France une clientèle prête à payer pour un peu de chic décapotable à prix raisonnable, soyez certains que les concurrents accourent, le couteau entre les dents. Le plus redoutable de tous portait un nom que tout Français connaît, un nom de la Sainte Trinité nationale, Renault. La Régie nationale, ce mastodonte d'État, observait depuis un moment ce petit marché du loisir automobile avec un appétit grandissant. Et elle décida de frapper un grand coup. En 1958 surgit donc une rivale qui allait changer la donne, la Renault Floride, bientôt suivie de sa sœur la Caravelle. Et là, il faut reconnaître les choses honnêtement, Renault joua un coup de maître marketing qui laissa l'Océane sur place. Le nom même de Floride évoquait l'Amérique, le rêve, les palmiers, les stars d'Hollywood roulant cheveux au vent sur les avenues ensoleillées de Californie. La régie comprit avant tout le monde que vendre un cabriolet, ce n'était pas vendre de la mécanique, c'était vendre un imaginaire, une promesse de bonheur ensoleillé. La petite Renault, avec sa ligne fraîche et juvénile signée par un carrossier italien lui aussi, séduisit immédiatement la jeunesse, les femmes, tous ceux qui voulaient paraître modernes et insouciants. Comment la sage Océane, malgré tout son charme,
Pouvait-elle lutter contre cette déferlante de séduction venue de Boulogne-Billancourt? Voilà toute la cruauté du marché automobile, mes amis. On peut avoir tout fait correctement, avoir proposé une belle voiture, bien construite, élégante, et se faire pourtant doubler par un concurrent qui a simplement mieux compris l'air du temps. L'Océan n'était en rien inférieur à la Floride sur le plan technique. Au contraire, sa fabrication artisanale issue de l'atelier de Dreux lui donnait une qualité de construction que la Renault produite en grande série pouvait lui envier. Mais la Simca traînait derrière elle un boulet invisible, son image. Comment faire rêver avec un cabriolet de luxe quand votre marque reste, dans l'esprit du public, celle de la berline familiale garée devant chaque épicerie de France? Le populaire, qui avait été la force de Pigozzi, devenait maintenant son handicap secret. La voiture du peuple ne pouvait pas tout à fait se débarrasser de son origine, même habillée de ses plus beaux atours. Et pourtant, ne croyez pas que l'Océan se rendit sans combattre, car elle avait pour elle des arguments solides que les connaisseurs surent apprécier. Il y avait d'abord cette finition soignée, cet assemblage rigoureux hérité du perfectionnisme de Daninos, qui faisait que la voiture vieillissait bien, qu'elle ne s'affaissait pas, qu'elle gardait fière allure des années durant. Il y avait ensuite, à partir de 1959, une vraie montée en gamme avec l'arrivée de la nouvelle génération d'Aronde, qui apporta une calandre redessinée, plus cossue, et sur certaines versions un moteur un peu plus vif, le Flash spécial, capable de donner enfin à ce joli cabriolet un tempérament un peu plus affirmé. La belle endormie se réveillait quelque peu, comme pour prouver qu'elle avait encore des choses à dire. Mais combien coûtait-elle au juste, cette douceur de vivre? Combien fallait-il débourser pour s'offrir un morceau de ce rêve décapotable? C'est ici qu'il faut rappeler la réalité économique de ces années bénies que l'on appela plus tard les 30 Glorieuses. La France travaillait, produisait, s'enrichissait, et le pouvoir d'achat grimpait d'année en année. Mais une automobile de loisir restait un luxe considérable pour le Français moyen. Un ouvrier qualifié devait économiser durement, parfois pendant des années, pour espérer s'offrir une telle voiture, qui représentait l'équivalent de longs mois de salaire accumulés. L'Océan n'était donc pas la voiture de la masse, mais celle d'une classe moyenne montante, ces médecins de campagne, ces commerçants prospères, ces cadres en pleine ascension qui voulaient afficher leur réussite sans pour autant verser dans l'ostentation tapageuse des très riches. Elle était le symbole parfait d'une France qui montait, qui croyait en l'avenir, qui pensait que demain serait toujours meilleur qu'hier. N'est-ce pas là, au fond, la plus belle chose qu'une automobile puisse incarner? L'optimisme tranquille de toute une époque? Mais pendant que la France insouciante roulait vers ses vacances et sa prospérité, l'autre versant de cette histoire, le versant flamboyant et dangereux, filait droit vers la catastrophe. Car la marque de Jean Daninos, cette Facel Vega qui faisait la fierté de l'industrie française et défiait des plus grands noms de l'automobile mondiale, vivait sur un fil. Construire des voitures d'exception en si petit nombre, avec des moteurs achetés à prix d'or à l'étranger, coûtait une fortune, et chaque modèle vendu rapportait moins qu'il ne paraissait. Le perfectionnisme de Daninos, cette qualité qui faisait toute la noblesse de son travail, était aussi un gouffre financier sans fond. Plus la marque montait en prestige, plus elle s'enfonçait dans les difficultés, comme si la beauté qu'elle créait exigeait en retour un tribut impossible à payer. Et puis il y avait cette puissance, cette vitesse vertigineuse qui faisait toute la légende des Facel Vega et qui en même temps les rendait redoutables entre des mains imprudentes. On murmurait déjà, dans le petit monde de l'automobile, que ces voitures magnifiques étaient parfois trop rapides pour leur propre châssis, qu'elles demandaient un pilotage attentif, qu'elles ne pardonnaient pas la fougue excessive. Combien d'accidents, combien de frayeurs, combien de vies suspendues à la maîtrise d'un volant exigeant. La machine que l'ancien sous-traitant de Simca avait conçue dans un élan de génie et d'orgueil portait en elle, comme un poison logé au cœur de sa beauté, le germe de sa propre légende noire. Et le matin du 4 janvier 1960, sur une longue ligne droite de Lyon bordée de platanes, ce poison allait frapper, et frapper l'un des hommes les plus admirés de France, un écrivain au sommet de sa gloire, qui venait à peine de recevoir la plus haute distinction littéraire du monde. Qui aurait pu croire que la route, ce jour-là, déciderait de faire taire à jamais une voix que le monde entier écoutait? Ce matin-là, donc, sur cette route nationale interminable qui file vers Paris, entre Sens et Montereau, une Facel Vega lancée à vive allure quitta brutalement sa trajectoire, percuta un platane, puis un second, et se disloqua dans un fracas épouvantable.
À l'intérieur se trouvait Albert Camus, l'auteur de L'étranger et de La peste, ce fils de pauvre d'Algérie devenu la conscience morale de toute une génération, couronné du prix Nobel un peu plus de 2 ans auparavant. Il mourut sur le coup, à 46 ans, en pleine possession de son génie, avec dans la poche de sa sacoche un billet de train qu'il n'avait finalement pas utilisé, ayant préféré au dernier moment monter dans la voiture de son ami éditeur. Songez à cette atroce ironie du destin. L'homme qui avait écrit que rien n'est plus absurde que de mourir dans un accident de la route périt précisément de cette manière, fauché par le hasard le plus stupide, au volant d'une machine née par un détour vertigineux de l'histoire, du même atelier qui fabriquait les paisibles cabriolets de Monsieur Pigozzi. Voilà donc bouclée la boucle terrible que nous suivions depuis le début. La voiture du peuple, la sage et douce Océane, et le bolide qui emporta l'un des plus grands écrivains du siècle partageaient le même berceau, les mêmes mains, le même père spirituel, ce Jean d'Aninos, parti de rien pour toucher les sommets. N'est-ce pas là l'une des plus stupéfiantes coïncidences de toute l'histoire automobile française ? Que l'on puisse se relier par une chaîne ininterrompue de carrosseries façonnées à Dreux, le facteur en goguette vers la plage et la mort d'un prix Nobel sur une route gelée de Lyon, voilà qui dépasse l'entendement et qui donne le vertige. Mais que devint, après ce drame, l'homme par qui tout était arrivé ? Le sort ne fut guère clément avec Jean d'Aninos. Sa marque magnifique, cette Facel Vega qui avait fait trembler les Italiennes et séduit les puissants de ce monde, vivait depuis toujours au-dessus de ses moyens, nous l'avons dit. La mort de Camus jeta sur ces voitures une ombre funeste, dont elles ne se relevèrent jamais vraiment. Mais ce n'est pas elle qui les tua, ce fut l'argent, l'éternel argent. Daninos voulut un jour s'affranchir des coûteux moteurs américains et fit développer un petit moteur français maison pour une nouvelle voiture plus abordable. Ce moteur, hélas, se révéla fragile, capricieux, plein de défauts de jeunesse, et les ennuis mécaniques ruinèrent la réputation si chèrement bâtie de la marque. Les clients fortunés, échaudés, s'enfuirent. Le rêve flamboyant s'effondra, et au début des années 60, la belle aventure de Facel Vega s'éteignit dans l'amertume et les dettes. Jean d'Aninos fut écarté de sa propre création, comme tant de visionnaires avant lui, trahi par cette même ambition démesurée qui avait fait sa grandeur. Quelle tristesse tout de même de voir un tel bâtisseur dépossédé de son œuvre. Et la collaboration entre Simca et l'atelier de Dreux, cette union féconde qui avait donné naissance à toutes ces merveilles, elle s'éteignit elle aussi, doucement, au moment même où Facel sombrait. Les deux destins si longtemps entrelacés se séparèrent définitivement, chacun emporté par sa propre tempête. La belle Océane et son frère le Plein Ciel tirèrent leur révérence au début des années 60, après quelques milliers d'exemplaires produits, jamais en très grand nombre, ce qui en fait aujourd'hui des objets recherchés que les collectionneurs s'arrachent. Mais Simca, fidèle à son instinct, ne laissa pas longtemps son catalogue orphelin d'une voiture de charme. Dès 1962, apparurent de nouvelles sportives populaires, le coupé bâti sur la Simca 1000, puis la fameuse 1200S, ces petites italo-françaises pétillantes qui prolongèrent l'esprit de leurs aînés avec une fougue nouvelle. L'âme de la chose ne mourut donc pas, elle se réincarna simplement sous d'autres traits. Et savez-vous quelle fut peut-être la plus belle revanche de cette lignée méprisée par les snobs ? Son influence discrète sur les plus grands. Lorsque Peugeot, en 1962, dévoila son superbe coupé 404 dessiné par Pininfarina, les connaisseurs reconnurent aussitôt, dans ses lignes élégantes et son esprit raffiné, l'héritage de ces coupés populaires de luxe que Simca avait osé créer avant tout le monde. La voiture du peuple avait donc montré le chemin à la Sainte Trinité elle-même. Elle avait prouvé qu'on pouvait offrir du rêve sans ruiner le client. Et cette leçon-là ne fut jamais oubliée par l'industrie française. Alors, que retenir de toute cette histoire vertigineuse au moment de refermer le capot ? Que les chemins de l'automobile sont insondables et que les plus humbles berlines peuvent cacher, dans leur lignée, des secrets dignes des plus grands romans. Que derrière chaque belle carrosserie se cache un homme, avec ses rêves, son orgueil, ses triomphes et ses chutes. Que la même main qui caresse la beauté peut, sans le vouloir, forger le destin et la tragédie. Jean d'Aninos voulait simplement créer de belles voitures, et il a fini par relier pour l'éternité, dans la mémoire des hommes, le cabriolet des familles heureuses et la mort d'un géant de la pensée. Qui aurait pu inventer pareil scénario ? La réalité, décidément, dépasse toujours la plus folle des fictions. La prochaine fois que vous croiserez, au détour d'un rassemblement de vieilles voitures,
Une petite Simca Océane décapotée, sa peinture brillant doucement au soleil, regardez-la autrement. Ne voyez pas seulement un gentil cabriolet d'autrefois, voyez le dernier témoin d'une aventure folle, le frère innocent d'un bolide maudit, le survivant paisible d'une histoire qui mêla le bonheur des vacances françaises et le deuil de la littérature mondiale. Voilà ce que cache cette voiture si modeste en apparence, et c'est pour faire revivre ces histoires oubliées que nous sommes là. Si ce récit vous a transporté, si vous avez aimé plonger avec moi dans les secrets de cette automobile pas comme les autres, faites-le savoir. Laissez un pouce levé pour soutenir la chaîne, écrivez en commentaire ce que cette époque évoque pour vous, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune des histoires que nous vous réservons. Chaque voiture a son secret, et nous avons encore tant de merveilles à exhumer ensemble. À très bientôt sur les routes de la mémoire.